Votre compte bancaire affiche 50 000 euros. Vous avez un appartement, une voiture, un travail stable. Vous vous sentez en sécurité. Et demain matin, tout ça ne vaut plus rien. Absolument rien. En une nuit, vous êtes passé de la classe moyenne à la survie pure. Comment est-ce possible? Et surtout, comment l'éviter? Parce que, contrairement à ce que vous pensez, la richesse ne vous protégera pas forcément dans une apocalypse économique. En fait, ceux qui survivront ne seront probablement pas ceux que vous imaginez. Les riches pourraient tout perdre, les pauvres pourraient prospérer. Et la classe moyenne? Elle risque d'être complètement anéantie. Aujourd'hui, on va disséquer ce scénario terrifiant mais réaliste. On va identifier qui va tout perdre, qui va s'en sortir, et surtout, comment vous positionner pour être du bon côté de l'effondrement. Parce que, croyez-moi, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre patrimoine de la même façon. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment une apocalypse économique. Ce n'est pas juste une récession, ce n'est pas juste un krach boursier. C'est l'effondrement total du système monétaire et financier, tel qu'on le connaît. Les banques ferment, la monnaie perd sa valeur, les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent, l'économie virtuelle s'évapore, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. L'Allemagne, en 1923, avec son hyperinflation, un pain coûtait des milliards de marks. Les gens venaient au magasin avec des brouettes remplies d'argent. Le Zimbabwe, en 2008, l'Argentine, le Venezuela, le Liban, aujourd'hui même. Ces effondrements ne sont pas de la fiction, ce sont des événements réels, documentés, qui se sont produits de notre vivant. Alors qui sont les premières victimes? Contre-intuitivement, ce sont les riches sur papier. Ceux dont la richesse existe uniquement dans le système financier. Les actions, les obligations, les crypto-monnaies, les comptes d'épargne, tout ça, c'est du virtuel. Ce sont des chiffres dans des ordinateurs. Et quand le système tombe, ces chiffres disparaissent. Imaginez. Vous êtes millionnaire grâce à votre portefeuille d'actions. Du jour au lendemain, la bourse s'effondre et ne rouvre jamais. Vos millions existent toujours techniquement, mais vous ne pouvez plus les toucher, plus les échanger, plus les utiliser. Vous êtes riche et affamé en même temps. C'est le paradoxe de la richesse papier. Les banques, elles seront prises d'assaut. Les distributeurs automatiques seront vides en quelques heures. Les transferts électroniques cesseront de fonctionner. Et vos économies, ces chiffres rassurants sur votre relevé bancaire, deviennent inaccessibles. Vous ne pouvez même pas les retirer. Vous êtes techniquement riche, mais pratiquement ruiné. Et les plus touchés dans cette catégorie? La classe moyenne. Parce que la classe moyenne a tout mis dans le système. L'appartement acheté à crédit, l'épargne sur un livret, le plan retraite, les assurances vie. Tout est dans le système financier. Et quand le système meurt, ils perdent tout d'un coup. Les pauvres, ironiquement, ont moins à perdre. Ils n'ont jamais vraiment fait confiance au système de toute façon. Ils vivent déjà avec du cash, du troc, des arrangements informels. Ils connaissent déjà l'économie de la débrouille. Pour eux, l'apocalypse économique, c'est juste une continuation de leur réalité quotidienne, mais généralisée. Maintenant, parlons des ultra-riches, ceux qui ont des dizaines, des centaines de millions. On pourrait penser qu'ils sont protégés, qu'ils ont les ressources pour survivre. Et certains le sont, mais pas tous. Tout dépend de la nature de leur richesse. Les ultra-riches, dont la fortune est en actifs physiques, en terres, en ressources réelles, ils s'en sortent. Ceux qui possèdent des fermes, des forêts, des mines, des stocks de ressources essentielles, ils ont une vraie valeur. Mais ceux dont la fortune est en part d'entreprises technologiques, en hedge funds, en produits financiers dérivés, ils rejoignent les rangs des ruinés. Et il y a un autre facteur crucial, la visibilité. Dans un effondrement économique, être visiblement riche devient dangereusement. Votre villa luxueuse, elle devient une cible. Votre voiture de sport, un signe que vous avez des ressources à piller. La richesse ostentatoire devient un handicap mortel. Les vrais survivants de la classe aisée seront ceux qui ont su rester discrets, qui ont diversifié leurs actifs dans des biens tangibles, qui ont établi des relations solides avec leur communauté. Parce que dans l'apocalypse économique, les murs de votre propriété ne vous protégeront pas si vous êtes seul contre une foule affamée. Alors qui sont les gagnants? Les préparateurs d'abord, ceux qui ont anticipé, ceux qui ont stocké de la nourriture, de l'eau, des médicaments, des outils, ceux qui ont appris des compétences pratiques, ceux qui ont créé des réseaux de confiance avant que tout s'effondre, les artisans et les techniciens, le plombier, l'électricien, le mécanicien, le menuisier. Ces gens-là deviennent instantanément précieux, parce qu'on peut vivre sans banquier, mais pas sans quelqu'un qui sait réparer un générateur. Leur richesse n'est pas dans un compte en banque, elle est dans leurs mains, dans leur tête. Les agriculteurs, ceux qui produisent de la nourriture, ont le pouvoir ultime. Dans un monde où les supermarchés sont vides, celui qui fait pousser des légumes est roi.
Et pas besoin d'avoir une énorme ferme. Même un petit potager devient une source de richesse inestimable. Les médecins et infirmiers. Les compétences médicales sont toujours en demande, crise ou pas. Mais dans une apocalypse économique, elles deviennent vitales. Savoir soigner une infection, suturer une plaie, accoucher un bébé, ces connaissances valent plus que tout l'or du monde. Et puis, il y a les connecteurs, ces personnes qui connaissent tout le monde, qui savent négocier, qui créent des ponts entre les communautés. Dans un monde fragmenté, celui qui peut faciliter les échanges, établir la confiance, résoudre les conflits, devient indispensable. Mais parlons maintenant des erreurs fatales que beaucoup feront. La première, thésauriser de l'argent liquide. On pense que garder du cash à la maison protège de la faillite bancaire, c'est vrai. Mais si la monnaie elle-même s'effondre, si l'hyperinflation frappe, votre pile de billets devient du papier décoratif. L'argent n'a de valeur que si les gens y croient. La deuxième erreur, tout miser sur l'or et les métaux précieux. Oui, l'or garde une valeur symbolique. Mais essayez d'acheter du pain avec une pièce d'or dans une apocalypse. Personne ne peut vous rendre la monnaie. Personne ne peut vérifier son authenticité. Et surtout, l'or ne se mange pas, ne se boit pas, ne soigne pas. Dans une crise immédiate, il est presque inutile. La troisième erreur, s'isoler complètement. Le fantasme du bunker solitaire, du survivant ermite. Ça ne marche pas. L'humain est un animal social. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Vous ne pouvez pas défendre seul. Vous ne pouvez pas produire seul. Les communautés survivent. Les individus isolés meurent. La quatrième erreur, négliger la sécurité. Vous pouvez avoir tous les stocks du monde. Si vous ne pouvez pas les protéger, vous les perdrez. Et la sécurité, ce n'est pas juste des armes, c'est la discrétion, c'est l'organisation collective, c'est l'intelligence tactique. Alors, concrètement, comment se préparer? Comment se positionner pour être du bon côté de l'effondrement? Commençons par le plus important, les compétences. Apprenez quelque chose d'utile, la permaculture, la réparation, la menuiserie, les premiers secours, la purification de l'eau. Choisissez une ou deux compétences et maîtrisez-les vraiment. Ensuite, diversifiez vos actifs. Ne mettez pas tout dans le système financier. Investissez dans du tangible, des outils de qualité, des semences, des livres pratiques, des vêtements durables, des réserves alimentaires longue conservation, pas pour devenir riche, mais pour avoir des ressources réelles quand le virtuel disparaît. Créez des liens, c'est peut-être le plus important. Connaissez vos voisins, rejoignez des associations locales, établissez des relations de confiance. Parce que dans une crise, votre réseau social réel, pas celui de Facebook, mais celui de personnes physiques sur qui vous pouvez compter, c'est votre plus grande richesse. Réduisez vos dépendances. Moins vous dépendez du système, moins vous êtes vulnérable à son effondrement. Pouvez-vous produire une partie de votre nourriture? Pouvez-vous vous chauffer autrement qu'avec l'électricité du réseau? Pouvez-vous vous soigner avec des plantes? Chaque dépendance éliminée est une fragilité en moins. Et restez discret. Ne montrez pas vos préparations. Ne vous vantez pas de vos stocks. Ne devenez pas la personne dont tout le monde sait qu'elle a des ressources, parce que le jour où la crise arrive, vous devenez une cible. La discrétion est une forme de sécurité. Maintenant, parlons d'un aspect psychologique crucial. Dans une apocalypse économique, le plus grand défi n'est pas matériel, il est mental. C'est l'acceptation que le monde, tel qu'on le connaissait, n'existe plus. C'est le deuil de l'ancienne vie. Et beaucoup de gens ne franchissent jamais cette étape. Ils continuent d'attendre que le gouvernement intervienne, que les banques rouvrent, que tout redevienne normal. Et pendant qu'ils attendent, paralysés par le déni, ceux qui ont accepté la réalité s'adaptent, agissent, survivent. La résilience psychologique est aussi importante que les stocks alimentaires. Pouvez-vous accepter la perte? Pouvez-vous vous adapter rapidement? Pouvez-vous prendre des décisions difficiles sous pression? Ces capacités mentales font la différence entre ceux qui s'effondrent psychologiquement et ceux qui trouvent la force de continuer. Et puis, il y a la question morale. Dans une apocalypse économique, les règles changent. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour survivre? Où tracez-vous la ligne entre survie et humanité? Parce que oui, vous pourriez survivre en pillant, en trahissant, en prenant aux autres. Mais est-ce vraiment survivre? Ou est-ce juste exister en ayant perdu ce qui nous rend humains? Les communautés qui survivent le mieux sont celles qui maintiennent des valeurs, des règles, un sens de justice même dans le chaos. Parce que sans ça, on ne reconstruit rien. On prolonge juste l'agonie. Parlons maintenant des différentes phases d'une apocalypse économique. La première phase, c'est le choc. Ça dure quelques jours. C'est la panique, la ruée vers les ressources, le chaos initial. Si vous avez préparé, vous restez chez vous. Vous laissez passer la tempête. Ceux qui sortent dans cette phase prennent des risques énormes. La deuxième phase, c'est l'adaptation. Ça dure quelques semaines à quelques mois.
Le système monétaire ancien est mort, mais rien n'a émergé pour le remplacer. C'est la période du troc pur, de l'improvisation, de la formation de nouvelles alliances. C'est chaotique, dangereux, mais c'est là que se dessinent les nouvelles structures de pouvoir. La troisième phase, c'est la stabilisation. De nouvelles formes d'organisation émergent, des marchés informels se créent, une nouvelle monnaie ou un système d'échange se standardise, les communautés s'organisent. Ce n'est pas le retour à l'ancien monde, c'est la naissance d'un nouveau. Et ceux qui ont survécu aux 2 premières phases sont ceux qui définissent ce nouveau monde. Et voici quelque chose de fascinant. Dans chaque effondrement économique de l'histoire, certaines personnes ont réussi non seulement à survivre, mais à prospérer. Comment ? En comprenant avant les autres comment fonctionne la nouvelle économie, en se positionnant sur les nouvelles sources de valeur, en devenant indispensables dans le nouveau système. Ce ne sont pas forcément ceux qui avaient le plus dans l'ancien monde. Souvent, ce sont des opportunistes intelligents, des adaptateurs rapides, des preneurs de risques calculés. Ils voient l'effondrement non comme une catastrophe, mais comme une redistribution des cartes. Et ils jouent pour gagner. Mais attention, il y a une fine ligne entre s'adapter intelligemment et exploiter la misère des autres, entre saisir des opportunités et devenir un prédateur. L'histoire se souvient des profiteurs de guerre, des spéculateurs de famine. Ce ne sont pas des héros, ce sont des parasites. Alors, qui va tout perdre dans une apocalypse économique ? Ceux qui ont tout misé sur le système, ceux qui n'ont que de la richesse virtuelle, ceux qui n'ont aucune compétence pratique, ceux qui sont isolés socialement, ceux qui sont visiblement riches, ceux qui refusent d'accepter la nouvelle réalité. Et qui va s'en sortir ? Ceux qui ont des compétences utiles, ceux qui possèdent des actifs tangibles, ceux qui ont des réseaux solides, ceux qui sont flexibles mentalement, ceux qui ont préparé sans paranoïa, ceux qui équilibrent l'individualisme et la coopération. Ce n'est pas une question de richesse initiale, c'est une question de type de richesse, c'est une question de compétence, c'est une question de mentalité, c'est une question de communauté. Et voici la vérité ultime que personne ne veut entendre. Nous allons tous vers une forme d'apocalypse économique. Peut-être pas totale, peut-être pas soudaine, mais le système actuel n'est pas durable. Les dettes mondiales sont impossibles à rembourser. Les inégalités sont insoutenables. Les ressources s'épuisent. Le climat change, quelque chose va céder, c'est juste une question de quand, pas de si. Alors vous avez 2 choix. Soit vous fermez les yeux, vous continuez à vivre comme si de rien n'était, et vous serez une victime quand ça arrivera. Soit vous ouvrez les yeux, vous commencez à vous préparer intelligemment, et vous serez un survivant, peut-être même un rebâtisseur. Et se préparer ne veut pas dire devenir un préparateur paranoïaque avec un bunker et 10 ans de conserve, ça veut dire simplement diversifier vos actifs, apprendre des compétences utiles, créer des liens sociaux solides, réduire vos dépendances au système, développer votre résilience mentale. Ce sont des choses qui améliorent votre vie, même s'il n'y a jamais d'apocalypse. Vous devenez plus autonome, plus compétent, plus connecté à votre communauté. C'est du gagnant-gagnant. Soit il ne se passe rien et vous vivez mieux, soit ça arrive et vous survivez. Alors la vraie question n'est pas qui va tout perdre dans l'apocalypse économique. La vraie question est, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, aujourd'hui, pour ne pas être celui qui perd tout ? Allez-vous continuer à faire confiance aveuglément au système ? Ou allez-vous commencer à construire votre propre résilience ? Parce que voici la réalité finale. Dans une apocalypse économique, il n'y a pas de sauvetage. Il n'y a pas de plan de relance. Il n'y a pas de gouvernement qui vient vous aider. Il n'y a que vous, vos compétences, vos ressources et les personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Êtes-vous prêt ? Vraiment prêt ? Pas avec du matériel, je parle de l'essentiel. Avez-vous la mentalité ? Les compétences ? Le réseau ? Si la réponse est non, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'apocalypse économique ne sera pas démocratique. Elle ne prendra pas tout le monde également. Certains perdront tout. D'autres gagneront tout. Et la différence entre les deux, c'est ce que vous faites aujourd'hui, maintenant, pendant qu'il est encore temps. À vous de choisir dans quel camp vous serez.